Alors, on s'est dit que l'on va parler de la crypto-monnaie. Et là, j'ai mis quelques mots que nous devons prendre en compte avant de débuter. J'ai dit que dans ces modules, on cherchera juste à montrer en quoi une crypto-monnaie est une monnaie au même titre que l'euro, soit les dollars, soit les yens. S'il vous plaît, celui qui a son micro ouvert, il peut l'éteindre d'abord. S'il y a à parler, c'est là que tu l'ouvres. Voilà, il y a une autre personne qui arrive. C'est donc ça. Voilà, je disais que dans ce module, on essaiera juste de montrer en quoi une crypto-monnaie est une monnaie au même titre que l'euro, les dollars, soit les yens japonais, ou soit, je ne sais pas, n'importe quelle autre monnaie, quoi. Alors, en deuxième lieu, nous allons essayer de montrer comment on peut utiliser et profiter des avantages que la crypto-monnaie apporte. C'est un peu, en tout cas, les deux grands objectifs de ces modules ici. Alors, je ne sais pas, est-ce que les amis parmi vous, il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de la crypto-monnaie? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà entendu parler de la crypto-monnaie dans la salle, en dehors de, bien sûr, en dehors de ces autres-là formateurs? Vos réponses, s'il vous plaît. Bon, j'ai déjà entendu parler, j'ai déjà entendu parler de la crypto-monnaie. Ok, d'accord. C'est bon. Alors, allons un peu trop vite. Peut-être je fais la présentation, puis on fera les questions après. Je ne sais pas, vous me proposez quoi? Je pense que c'est mieux comme ça, non? Bon, alors, on va commencer. Et pour commencer, nous allons parler, parce que nous venons de dire que nous allons démontrer en quel sens la crypto-monnaie, c'est une monnaie au même titre que d'autres monnaies, mais avec d'autres avantages. Alors, nous allons commencer par expliquer d'abord une monnaie en soi. Une monnaie lui-même, c'est quoi? Voilà. Alors, par définition, on sait qu'une monnaie, pour qu'une monnaie soit appelée une monnaie, elle doit accomplir trois fonctions. Et parmi ces trois fonctions, il y a celui d'intermédiaire des échanges. Donc, pour qu'une monnaie soit appelée une monnaie, il doit être un intermédiaire des échanges, c'est-à-dire payer, je ne sais pas, euh, des choses, tu veux payer quelque chose, tu veux échanger de l'argent contre un bien, un service, ainsi de suite. Et en dehors de cela, la monnaie doit être une unité de compte pour être appelée une monnaie. Et en dehors de cela, il doit aussi être une réserve de valeur. Voilà, c'est-à-dire que l'on peut les stocker, quoi. Alors, pour qu'une monnaie soit appelée une monnaie, il doit accomplir ces trois fonctions. Sans ces trois fonctions, on ne dira pas qu'une monnaie, c'est une monnaie. Et aussi, nous savons bien, nous devons le savoir, qu'une monnaie se caractérise par la confiance que les utilisateurs possèdent en elle dans la persistance de sa valeur et la capacité à servir au moyen d'échange. Parce qu'une monnaie en soi, telle qu'on le connaît, on peut dire que c'est juste un papier au fait. Mais ce qui donne la valeur à cette monnaie, c'est juste la confiance que les utilisateurs ou soit la communauté possède en ces bouts de papier
sur la base de la persistance de sa valeur ou soit la capacité de faire des échanges en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on peut dire qu'une monnaie est une monnaie. Mais si une monnaie on peut l'imprimer et qu'il n'y a pas les gens qui ont confiance en elle, alors ce n'est plus une monnaie, ça n'a pas d'importance en fait. Alors à partir de ces quelques caractéristiques, on peut maintenant essayer d'apporter, de parler un peu sur la crypto-monnaie quoi. Et en parlant de la crypto-monnaie, si on reprend les mêmes critères que doit remplir une monnaie si haut citée, eh bien donc, on peut dire qu'une crypto-monnaie, c'est une monnaie. Parce que pour qu'une monnaie, une crypto-monnaie soit appelée vraiment aussi une crypto-monnaie, elle doit remplir les mêmes conditions, c'est-à-dire aussi être à mesure d'être un intermédiaire des échanges, c'est-à-dire on peut payer, on peut acheter des choses, des services avec. En dehors de cela aussi, il doit, comme on l'a dit, il doit être une unité de compte et aussi il doit être une réserve de valeurs pour être appelé aussi une crypto-monnaie. Juste une parenthèse que j'ai mis là-bas et c'est une parenthèse vraiment importante. J'ai dit que de la même façon qu'il existe des faux billets dans le monde physique ou soit dans l'économie traditionnelle, et que si tu le prends, tu sais déjà que tu as perdu ton argent d'avance. C'est de la même façon que dans les numériques, dans le monde numérique, les fausses crypto-monnaies existent aussi. Donc si tu les achètes, tu auras perdu aussi ton argent. Mais à cela, ne vous inquiétez pas. Je dis pas d'inquiétude parce qu'un des projets de nos modules de formation traitera sur comment reconnaître une bonne d'une fausse crypto-monnaie. C'est vrai, il y a des fausses crypto-monnaies aussi, comme il y a des faux billets dans le monde traditionnel. Alors, par définition, une crypto-monnaie, c'est un actif numérique et a pour fonction principale de servir comme un moyen d'échange de valeurs au sein d'un système économique de pair à pair. Quand on parle de pair à pair, c'est-à-dire d'une personne à une autre, pas direct physiquement, c'est-à-dire donc d'un wallet à un autre. Voilà, c'est mieux comme ça. D'un wallet à un autre. Et un wallet, ce n'est rien d'autre. Peut-être on en parlera dans les autres formations. C'est juste le portefeuille, quoi. Le portefeuille qui doit contenir une crypto-monnaie. Comme on le dit, euh, dans les mondes physiques, on a des crypto-monnaies pour garder notre argent. C'est dans ce même sens que dans les numériques, il y a aussi des crypto-monnaies, des portefeuilles pour garder nos crypto-monnaies. OK? Alors, ici, la crypto s'échange d'un portefeuille à un autre. C'est ce qu'on appelle des pair à pair et qui utilise maintenant la cryptographie pour vérifier et sécuriser des transactions tout en contrôlant la création d'unités supplémentaires. J'aimerais un peu parler sur ça en disant que, euh, tu vois, deux fois dans le monde traditionnel, pour échanger de l'argent, vous avez besoin d'une tierce personne de confiance. Je donne un exemple. J'ai de l'argent en banque, je vais le transférer à monsieur Joël, qui est à Butembo. Il me faudra un intermédiaire de confiance. Même si je ne l'ai pas en banque, je l'ai sur moi en cash. Mais pour que ça arrive à Butembo, j'ai besoin de quelqu'un entre moi et lui pour transférer l'argent là. Mais si c'était en crypto-monnaie, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour transférer. C'est un peu ce que je voulais dire. En fait, en parlant de pair à pair. Maintenant, en parlant du contrôle de la création d'unités supplémentaires, c'est-à-dire, tu vois, dans les mondes traditionnels, on ne sait même pas combien de billets que la banque centrale imprime. On peut imprimer comme on veut, ils s'impriment comme bon les semble. Mais ici, ce n'est pas vraiment le cas. Une fois le protocole est mis en place, en fait, ce n'est plus la personne qui va juger bon de créer comme il veut, non. Mais plutôt, il y a la cryptographie, les protocoles cryptographiques qui se chargent eux-mêmes de contrôler le niveau de création
d'unités supplémentaires selon que c'était encodé dès le départ. Alors, contrairement au système bancaire centralisé, les crypto-monnaies sont décentralisées. Mais attention, je mis ici que bien que d'autres sont semi-centralisés. C'est vrai il y a ceux qui ne sont pas totalement centralisés. C'est le cas d'ailleurs de la crypto-monnaie Ripple, qui est une crypto-monnaie de la banque, qui est vraiment un peu semi-centralisée. Je pense que avec l'État, vous comprendrez, on aura à en parler. Et alors, cette décentralisation se fait par un réseau d'ordinateurs qui sont répartis dans le monde entier, qu'on appelle des nœuds. Il y a des termes que je vais vous envoyer notre dictionnaire qu'on a confectionné, et vous allez vraiment lire. Mais les nœuds, c'est un peu c'est comme, on dirait, l'ordinateur qui sécurise les transactions un peu. Donc, quand vous allez lire les dictionnaires là, vous allez comprendre. Alors, toute personne disposant d'un accès Internet peut échanger des biens à travers les continents, et les tout en un clic. Voilà, c'est ce que je parlais un peu. Les coûts des transactions de crypto-monnaies sont faibles comparés aux virements bancaires intercontinentaux, et les transactions sont irréversibles, contrairement aux transactions qui sont réversibles si la banque peut décider, au fait, tu vois. Je donne un exemple. Je suis ici, je vais envoyer de l'argent à quelqu'un qui est dans un autre pays. En tout cas, les coûts des transactions, il est un peu élevé par rapport à ce qu'on peut me demander si j'utilise la crypto-monnaie. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, il y a de ces crypto-monnaies-là dont le coût des transactions est à zéro. C'est le cas de DAG, si je ne me trompe pas. DAG, oui. DAG, lui, pas DAG Coin, mais Constellation. À ne pas confondre avec DAG Coin, qui est une pierre cryptographique. Mais DAG Constellation, lui, avec ce protocole, on te demande de choisir ce que tu veux faire. Si tu veux payer, tu payes. Si tu ne veux pas payer, tu envoies sans paiement. Et puis, c'est avec vraiment un coût très, très, très faible. Voilà un peu. Alors, contrairement à nos banques centrales qui peuvent émettre des billets comme bon leur semble, l'émission de la gestion L'émission et la gestion des unités de crypto-monnaies sont déterminées par l'architecture du réseau, qui repose sur des algorithmes programmés et des preuves cryptographiques. C'est ce que je vais expliquer un peu en haut. Alors, cette architecture peut être considérée comme un ensemble prédéfini de règles, également appelées protocoles. C'est ça, en fait. Alors, être décentralisé signifie que la crypto-monnaie ne peuvent pas être contrôlées par une seule entité, et que les transactions peuvent avoir lieu directement entre utilisateurs sans qu'il ne soit nécessaire de faire appel à un tiers de confiance. Voilà, ça aussi j'ai expliqué. Donc, avec le crypto, vraiment, on se passe de cette troisième personne qui doivent nous aider à faire arriver notre argent quelque part. Alors, le composant principal de la plupart des crypto-monnaies, c'est une technologie appelée la blockchain. Excusez, il y a quelqu'un qui entre. Voilà donc, je disais que le composant principal de la plupart des crypto-monnaies, et c'est d'ailleurs le soubassement des crypto-monnaies, c'est une technologie appelée la blockchain. Cette appellation désigne une chaîne linéaire de plusieurs blocs liés, sécurisés d'une manière cryptographique. Alors, celle-ci fera l'objet d'une autre leçon. Donc, c'est d'ailleurs la leçon de la semaine prochaine. Donc, la blockchain, on va en parler
ça, je ne vais pas m'attarder sur ça. Alors, la première crypto-monnaie la plus populaire qui est décentralisée, c'est le Bitcoin qui a été créé en 2009 par un développeur connu sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Lui, on ne sait pas si c'est un seul type ou soit si c'est toute une équipe. En tout cas, sur ça, il n'y a pas eu trop d'éclaircissement si c'est une personne ou si c'est une équipe. Voilà. Alors, comme la plupart des crypto-monnaies, Bitcoin a un approvisionnement limité. Ce qui signifie que le système ne générera plus de Bitcoin une fois l'offre totale atteinte. Cette notion, on va aussi en revenir dans les formations prochaines, mais ce que nous devons d'abord retenir, c'est que Bitcoin lui-même a 21 millions du total supply, c'est-à-dire en dehors des 21 millions, il n'y aura plus un autre Bitcoin qui sera créé. C'est seulement 21 millions et c'est tout. Une fois les 21 millions atteints, il n'y aura pas la création d'autres Bitcoins. Contrairement aux banques qui peuvent imprimer, on ne sait même pas, je suis d'ailleurs ceux qui eux-mêmes ne savent même pas combien de billets sont en circulation. Mais chez Bitcoin, on sait, après 21 millions, il n'y aura plus d'autres Bitcoin. Et on sait, ça vous le verrez avec le temps, on sait connaître ceux qui sont déjà en circulation, c'est combien, et combien reste qui ne sont pas encore en circulation. Voilà un peu. Mais nous devons dire qu'en dehors des Bitcoin, il existe aujourd'hui plus d'un millier de crypto-monnaies différentes, également appelées des altcoins ou monnaies alternatives. Elles possèdent toutes des propriétés et des cas d'utilisation différentes. Ce n'est pas Bitcoin seulement qui existe, ou soit Ethereum, mais il existe plusieurs autres crypto-monnaies qui ne sont pas seulement les Bitcoin. Donc ne prenons pas seulement Bitcoin comme si c'était la seule crypto-monnaie qui existe. Mais comprenons seulement qu'il existe d'autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Je pense que jusque là, ça va. Les amis, ça va jusque-là? Ouais, ça va. Ça fait un bout de temps là que votre écran ne fait pas afficher. Oui, ça va. Ah, donc, mais là, vous recevez l'écran? L'écran n'est pas parfait. L'écran ne va pas afficher. Ah bon, il fallait me le dire depuis. Bon, ok, Non. Le développement est juste comme ça. Ah, je vois. En tout cas, je m'excuse. Si une fois encore, ça ne montre pas l'écran, il faut m'arrêter. Il faut m'arrêter comme ça. Mais là, ça va? Ok. Alors, pour quelles raisons utilise-t-on une crypto-monnaie? C'est une question qu'on peut se poser et je m'irai en répondre maintenant. Comme n'importe quelle monnaie, les crypto-monnaies permettent l'achat de biens et services. N'étant pas sous les coups d'une autorité centrale et échappant à toute régulation, elles ont longtemps été l'apanage des transactions illégales. C'est vraiment les gens du dark web qui l'utilisaient, les gens qui faisaient des ransomware, des trafics, des drogues, etc. Ce sont eux qui utilisaient les crypto-monnaies. Mais heureusement, actuellement, les crypto-monnaies sont aujourd'hui de plus en plus utilisées pour des transactions légales, quoi. Et d'ailleurs, comme certains d'entre nous et d'entre vous le savent, il y a certains pays qui ont commencé déjà à adopter les crypto-monnaies comme une monnaie légale. C'est en titre d'exemple la RCA et quoi encore, Salvador, je crois, si je ne me trompe pas. Alors,
Voilà un peu en titre d'exemple, mais je pense il y a déjà il y a déjà trois pays qui ont déjà adopté les crypto-monnaies comme état euh, des monnaies légales dans leur pays. Alors, les monnaies virtuelles, à l'instar du Bitcoin, permettent d'acheter de nombreux biens de consommation. Euh, c'est pas seulement Mais s'il vous plaît, là où vous dire êtes, il y a tout le bruit, comme l'enfant qui est là, donc on ne comprend pas. Donc en parler, on aura à en parler, mais il y a ce qu'on appelle des NFT, des métavers. Et avec les NFT, c'est juste les œuvres d'art. C'est en quelque sorte des œuvres d'art dans lesquelles toi, si tu es quelqu'un qui aime l'art, tu fais tes scripts et puis tu vas en vendre. Alors, plusieurs entreprises proposent aussi des crypto-monnaies comme moyen de paiement aujourd'hui. Vraiment, donc, on ne peut pas dire que c'est vraiment un pari plus que risqué parce qu'actuellement, en tout cas, les crypto-monnaies existent et ils ont une valeur ajoutée, si je peux dire ça. Mais maintenant, disons un peu pourquoi les crypto-monnaies chutent et pourquoi ils prennent de la valeur. En fait, nous devons comprendre que, comme je l'ai dit au haut, les crypto-monnaies, ou soit toute monnaie, dépend aussi de la communauté qui la détienne ou qui l'utilise. Alors, les crypto-monnaies aussi prennent de la valeur sur base, c'est vrai, de beaucoup d'autres choses externes, si je peux dire, mais en grande partie ou en majorité, c'est sur base de l'offre et de la demande. Plus la demande est forte, plus la crypto-monnaie prend de la valeur. Et plus l'offre maintenant devient forte, alors plus la crypto-monnaie perd de la valeur. C'est un peu comment. Quand les gens, je prends un exemple du dollar, quoi. Prenons un exemple du dollar. Si tout le monde venait à se débarrasser du dollar pour chercher des francs congolais, je suis sûr que le dollar va baisser parce qu'il y en aura tellement que les gens vont... en fait, ça perdra de la valeur, quoi. Et maintenant, quand les gens verront que ça perd de la valeur, ils commencent à en acheter, à se dire, quand ça va manquer, moi j'aurai déjà les dollars. Et tu vois que celui qui en a pris et gardé, quand les gens vont commencer à en chercher maintenant, si un dollar valait 1000 francs, il va dire que non, ça vaut 1500. Et les gens n'ont pas de choix parce qu'ils ont besoin du dollar et qu'il n'y en a pas, ils vont acheter à ces prix. Voilà un peu, donc c'est juste une question de l'offre et de la demande. Et on pourra peut-être en parler dans les prochaines sessions de formation. Ah aussi, il y a l'aspect confiance dans les monnaies virtuelles actuellement. Parce que, comme toute devise virtuelle comme réelle, l'élément fondateur de la montée ou de la chute des prix, c'est aussi la confiance. Okay? Donc les gens doivent avoir confiance dans la crypto-monnaie pour que cette crypto-monnaie prenne de la valeur, quoi. Si les gens se disent que cette crypto-monnaie a une valeur ajoutée, parce que, au fait, comme on le saura et comme on l'étudiera quand on va parler de comment reconnaître une vraie crypto-monnaie, une crypto-monnaie doit venir résoudre un problème réel. Alors, si une crypto-monnaie vient résoudre un problème réel, visible et palpable, directement, les gens vont se précipiter pour en avoir. Et quand les gens veulent en avoir, c'est là que ça prend de la valeur parce que les gens vont chercher à en garder pour faire des plus-values ou soit pour les utiliser dans les contextes. Et ça dépend de ce que la crypto-monnaie fait. Par exemple, quand les conflits de guerre entre la Russie et l'Ukraine ont éclaté, les cryptonautes ont montré leur soutien à l'Ukraine en faisant des contributions en crypto-monnaie. Ça, je pense, vous le savez, parce que
En tout cas, ça a été beaucoup médiatisé. Voilà. Alors, parlons un peu de la typologie des crypto-monnaies. C'est notre dernier point, la typologie des cryptos actifs. Je vais dire que c'est pas vraiment une liste exhaustive des types de crypto-monnaies. Il peut y en avoir d'autres, mais au moins, les grandes sont là. Il y a les monnaies qu'on appelle les monnaies universelles, quoi. Alors, cette catégorie affiche des velléités claires, constituer une sérieuse alternative aux monnaies traditionnelles. Les achats courants, les e-commerce, les crédits entre particuliers, ou plan de retraite, ainsi de suite. C'est en quelque sorte, si on peut prendre l'exemple du Bitcoin, qui était venu juste, celui qui l'a créé avait besoin d'une monnaie alternative pour permettre l'intermédiaire des échanges, quoi. Voilà un peu. C'est la toute première typologie. Et puis la deuxième maintenant, c'est les monnaies anonymes. Alors, les monnaies anonymes, elles prônent sur l'anonymat, en fait, comme le nom l'indique. Alors, en quoi pourquoi l'anonymat? Vous savez, avec, avec le monde actuel, si tu as de l'argent, d'ailleurs, pour les bitcoins, pour ceux qui ne le savent pas, si tu m'envoies ton adresse de réception, j'ai la possibilité directement de voir combien combien tu as dans ton portefeuille, combien reste dans ton portefeuille et combien tu as envoyé. J'ai la possibilité de voir toute l'historique de ce que fait ton portefeuille. Alors, pour résoudre ces problèmes-là, il y a des crypto-monnaies, ce qu'on appelle les crypto-monnaies anonymes, dans lesquelles tu envoies, mais tu ne peux pas savoir combien tu ne peux pas savoir la transaction, tu ne peux pas en fait tracer la transaction. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup, utilisent beaucoup les DAC, ouais, de quoi si je peux dire, utilisent beaucoup plus les crypto-monnaies anonymes. Mais je peux dire que c'est une catégorie importante parce que ça, en fait, l'anonymat c'est un droit. Le fait de savoir combien j'ai dans mon portefeuille, c'est déjà aussi une insécurité, quoi. Alors, les crypto-monnaies viennent toujours pour résoudre un truc, un problème qui est là. Alors, il y a des crypto-monnaies anonymes qui ont vu que non. Il y a il y a des créateurs qui ont vu que non. C'est vrai, la crypto-monnaie Bitcoin est décentralisée, mais il y a possibilité de savoir cette personne a cet argent, telle quantité d'argent. Donc, c'est pas vraiment, on ne peut pas dire que c'est vraiment décentralisé ou anonyme. Alors, ils ont voulu résoudre cette partie-là en créant des crypto-monnaies anonymes. Voilà un peu, c'est la deuxième catégorie. La deuxième catégorie. Et la troisième, ce sont les monnaies sociales. Alors, les monnaies sociales, ils sont là juste pour... c'est comme on peut dire un dispositif pour envoyer des transactions sur les réseaux sociaux. Ok, il y a des plateformes sur lesquelles tu es en train de chatter. Du fait que tu es en train de chatter, on te récompense de disons, quelques minutes de, de crypto. Plus tu chattes, plus tu reçois quelques trucs que tu peux utiliser, que tu peux retirer, que tu peux échanger. Voilà, ça existe certains